We move on to the last speaker of the day, Mr. Pierre Masse from Palim. He's going to address us on a topic titled The Energy Transition in Africa Towards a More Sustainable Model. Basically, Pierre Masse is a mechanical engineer, Master 2 of the Institute of Business and currently Business Development Manager, Administration of Aix in Provence. He has more than 25 years of industry experience, of which 12 years in the oil and gas, including 8 years Engineering Director, International Pole, 4 years Director of Major Projects, Master of Projects. And welcome, Pierre, and over to you. Oui, bonjour à tous. Donc j'espère que la ligne est bonne. On est loin de nos bases actuellement. On était en séminaire, nous aussi, pour parler de ce thème au sein du groupe Parlim. Et je me permets donc de partager mon écran en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, dites-moi si c'est bon pour que je puisse démarrer. Yes. Ok. Yes. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Désolé de ne pas forcément avoir pu participer toute la journée aux conférences, mais le calendrier était un petit peu compliqué cette semaine. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je souhaite vous partager avec vous une réflexion sur la transition énergétique en Afrique vers un modèle évidemment plus durable. Quels sont les objectifs que l'on peut s'assigner dans cette démarche? C'est s'approprier ce sujet complexe et devenir, et ça c'est important, un acteur de la transition énergétique. Il est bon d'en parler, mais comment peut-on améliorer les choses chacun à son niveau? Pour cela, on va parler de faire un petit état des lieux, définir des voies prometteuses pour cette transition durable et partager quelques exemples de projets avant de conclure, bien évidemment. Voici un petit sommaire, donc une brève présentation du groupe, l'introduction, l'état des lieux technologiques, les exemples réussis à dupliquer, c'est une question, et une conclusion que l'on partagera, je l'espère. Voilà, notre groupe, donc Parlim, c'est 800 personnes, une offre de services liée à de l'ingénierie dans l'énergie, la chimie, l'industrie, des valeurs communes depuis 50 ans cette année, l'esprit d'équipe, le savoir-faire, le dynamisme, et une offre de services à la fois forfaitaire et à dépenses contrôlées, qui est assez classique et a peu évolué au cours des dernières années. Je ne m'appesantis pas là-dessus. Nos implantations sont en France, notre siège est basé à Marseille, dans le sud de la France. Également de multiples en Afrique, tant au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et j'en passe. Également à Madagascar, à l'île Maurice, et depuis peu sur Djibouti. Sur Djibouti, où on est en train de réaliser un certain nombre de projets. Voilà, je vais donc très vite et passe à l'introduction et la mise en situation. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce document très intéressant puisque les défis à relever sont pour la transition, à la fois la décarbonation, ça a largement été partagé évidemment aujourd'hui, mais aussi en Afrique un accès universel à l'énergie, ce qui n'est pas forcément le cas, on le verra. Pour cela, on doit passer par une initiative politique pour cette transition et les champs d'action qui en découlent sont multiples, à savoir évidemment promouvoir l'accès à l'énergie, atténuer les risques pour avoir un investissement qui soit fait dans de bonnes conditions et que les investisseurs viennent, renforcer et moderniser le réseau et soutenir l'innovation systémique qui, comme vous le savez, a des cycles vertueux quand on réalise des projets dans un pays, une région ou une sous-région. Voilà. L'introduction que je ferai, elle est simple. La question la plus importante, c'est comment nous, membres de l'ARDA, nous, à titre individuel, nous, en tant que société Parlim pour ce qui me concerne, nous nous approprions le marché de l'énergie de demain, en Afrique en particulier. Il ne s'agit pas d'en parler, il s'agit de se l'approprier puisque le mix va évoluer, plus ou moins vite, personne ne le sait, mais il va évoluer. Je prendrai aussi cet exemple du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui conclut la manière dont l'Afrique subsaharienne parviendra à satisfaire les besoins énergétiques de sa population et l'avenir économique et énergétique du continent et du monde. Voilà, c'est très, très important. L'Afrique dans le monde, en quelques chiffres, c'est 16% de la population, 6% de la consommation d'énergie et 3% des gaz à effet de serre.
mais c'est aussi 600 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité et presque 800 millions de personnes qui dépendent du bois pour cuisiner. Donc on comprend aisément donc, les enjeux énergétiques de l'Afrique dans les 30 prochaines années. Quelques ordres de grandeur. Alors attendez, je vais essayer. Voilà. C'est la production de CO2. Aujourd'hui, les États-Unis un Américain produit chaque année 21 tonnes de CO2 en moyenne. En Europe, on en produit autour de 8 tonnes. Dans le monde, en moyenne, 6 tonnes et demie. Et en Afrique, un peu moins, autour de 2 tonnes et demie. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y intéresser de près, puisque l'Afrique, aujourd'hui, a une population qui va potentiellement doubler dans les 30 ou 40 ans à venir, et également un exode rural qui fait que la consommation d'énergie, je dirais, va aller croissante, puisque quand on habite en ville, on consomme plus d'énergie que quand on est à la campagne. Des situations qui sont évidemment très différentes au sein d'un même continent. Alors, 3 zones sont faites, la source c'est l'AFD, 3 zones sont différenciées, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud en beige au marron, et l'Afrique subsaharienne en bleu indigo. On voit qu'effectivement, l'accès à l'électricité varie de 100% à 33% selon la zone dans laquelle on se situe. Et on voit que les capacités d'énergie renouvelable sur la capacité installée varient entre 5 et 22%, ce qui n'est pas négligeable, notamment dans l'Afrique subsaharienne avec beaucoup d'hydroélectricité. Donc ça, c'est pour, je dirais, un peu poser le tableau et savoir vraiment où on se situe de manière globale. Quelques chiffres complémentaires, très simples. Les réserves hydrauliques en Afrique sont énormes, plus de 1100 TWh, dont à peine 8% sont exploités. Chacun sait que l'irradiation solaire en Afrique est importante, 2 fois plus élevée qu'en Europe, par exemple. Et il y a également un potentiel important, même très important, de géothermie qui peut être développé, puisque les chiffres, je dirais pas communément partagés, disent que seuls 6% sont actuellement exploités. Dernière vue globale, le mix énergétique en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, c'est quoi? C'est finalement 5% de renouvelables entre le solaire et les autres énergies, plus de 20% d'hydroélectricité, ce qui est plutôt pas mal, un petit peu de nucléaire, ça reste tout à fait à la marge, et finalement un mix énergétique assez classique entre du pétrole pour plus de 20%, du gaz pour 15% et du charbon pour 35%. Ceci se rapprochant finalement des pays occidentaux classiquement. Voilà. Moi, je souhaitais partager avec vous dans cette introduction, certes un peu longue, mais qui permet de bien situer les enjeux, les particularismes de l'Afrique. Aujourd'hui, rien ne serait plus terrible que de dire j'ai utilisé cette solution chez Pierre et je l'utilise chez Paul, ou je l'ai utilisée en France pour prendre un exemple, et je la réutilise dans n'importe quel pays de la même manière. Non, ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. En revanche, il y a des freins qu'on peut identifier. La lenteur du montage des projets, c'est valable partout et en Afrique en particulier. Une approche mondiale du carbone par les compagnies pétrolières et les grands acteurs qui ne privilégient pas l'Afrique, qui a plutôt un effet qui est morcelé. Et de fait, l'effet de levier financier est moins élevé. Donc, ce n'est pas une priorité pour les gros acteurs. Un problème de financement qui est valable évidemment partout dans le monde et en Afrique en particulier. Des risques particuliers liés aux cyclones, notamment pour l'éolien. Ça paraît anodin, mais c'est des choses à tenir en compte. Un risque politique, toujours, évidemment. Il faut une stabilité dans un pays pour pouvoir investir à long terme. Un cadre législatif qui est également un levier sur lequel on peut jouer. Des droits fonciers et coutumiers comme au Kenya qui sont à faire évoluer pour que le droit de la propriété d'un terrain puisse être très clairement établi et que un investisseur puisse investir donc, sur ce terrain sans aucun doute sur sa propriété pendant tout le long de son investissement, et un déficit d'interconnexion électrique, comme chacun sait. Des solutions existent et il faut donc lever ces verrous, tous ou certains prioritairement, et utiliser les meilleures techniques disponibles afin de pouvoir, je dirais, décarboner et avoir une transition douce vers des énergies renouvelables en particulier. À titre d'exemple, cette photo, je dirais, est parlante. L'accès au réseau électrique en Afrique n'est pas forcément la plus performante, puisque, comme on le voit, il y a très peu de
réseau, je dirais, effectif. Voilà, donc l'état des lieux technologiques, quels sont les moyens à notre disposition afin de lever ces freins? Évidemment, on souhaite avoir une approche très concrète au sein du groupe et dans notre approche des choses pour, encore une fois, s'approprier à son échelle, à son niveau, la possibilité de faire évoluer ce mix et donc d'avoir une transition énergétique. Aujourd'hui, les solutions sont multiples et en lien un petit peu avec les verrous identifiés. C'est, alors d'abord, mais sans notion d'ordre, le cadre réglementaire. Les États, via un certain nombre de réglementations où les groupements d'États peuvent influer, pour notamment adapter les raffineries, puisque aujourd'hui, ça a été évoqué de nombreuses fois par notre secrétaire général Annie Borchaga, il est nécessaire d'investir, et c'est ce que vient de dire le précédent intervenant, Chris, il faut pouvoir raffiner le brut avec le moins de teneur en carbone, mais on doit en raffiner, et en Afrique en particulier. Donc là, on a un cadre réglementaire sur lequel les États peuvent jouer. Il y a des actions concrètes qui ont été menées qui sont très positives, notamment sur les voitures qui doivent être importées de moins de 10 ans et selon la norme Euro 4 et pas de la norme Euro 1 beaucoup plus polluante. Des accords ont été trouvés en ce sens par la CEDEAO il y a 2 ans maintenant, en 2019. Également, l'importation de carburant raffiné en Afrique doit être faite avec des taux de soufre qui soient tout à fait cohérents avec des réglementations européennes et pas nécessairement avec des taux élevés. Des accords ont été trouvés en début d'année 2021 à ce sujet. Également, tout ce qui est navigation, donc la pollution liée aux navires avec le MARPOL, il y a également des accords qui ont été trouvés, en particulier cette teneur en soufre, toujours pareil des carburants, le soufre étant un gaz à effet de serre, mais aussi un polluant très très mauvais pour les personnes physiques, je dirais, avec une sorte de maladie qui en découle. Et ceci va dans le bon sens. Évidemment, c'est une lapalissade, mais le cadre réglementaire, via les droits de douane et les taxations, les niveaux de taxes qui sont mis sur les carburants sont un bras de levier important pour permettre finalement le financement d'énergies plus vertes, qu'elles soient fossiles peut-être, mais aussi renouvelables. Il y a un cadre technique, bien évidemment, avec, je dirais, tout le panel qui est à disposition. Ça a déjà été évoqué, mais le GPL, aujourd'hui, pour éviter la déforestation et aussi parce qu'il émet quand même 2 fois moins de CO2 par rapport à une centrale au charbon, sont une solution qui est largement en cours de développement depuis de nombreuses années, mais encore dans les années à venir, et qu'il faut continuer. L'hydroélectricité, on en a parlé il y a quelques minutes, l'Afrique subsaharienne est plutôt bien équipée, et pêle-mêle, l'éolien, la biomasse, le solaire photovoltaïque, la géothermie, l'hydrogène, le nucléaire, peut-être dans un avenir un tout peu plus lointain. Je ferai un focus particulier dans ce cadre technique des solutions qui sont à notre disposition avec le solaire thermique. Le solaire thermique, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que l'ancêtre, c'est le corps noir qu'on met pour faire de l'eau chaude sanitaire dans nos maisons. La version un petit peu plus moderne, c'est un panneau tel qu'on le voit là, alors qui n'est pas du tout photovoltaïque, ce n'est pas du silicium qu'il y a sur le dessus, c'est un verre qui est sous vide, c'est un vide quasiment parfait, le vide sidéral. Et lorsqu'il est irradié, ce panneau, à l'intérieur, on y place un certain nombre de conducteurs et de fluides caloroporteurs, qui peuvent être de l'eau, de l'huile ou autre chose. Et on arrive à faire, grâce à la chaleur solaire, des températures de l'ordre de 185 degrés actuellement. Et ça permet de réchauffer un besoin industriel, quel qu'il soit, d'un bac de brut à je ne sais pas moi, une unité de fabrication de bière qui a besoin d'énergie et de vapeur en particulier, comme toute usine agroalimentaire. Et donc, cette technologie est disponible, elle fonctionne et elle est tout à fait à la portée de chacun dans des investissements raisonnables pour changer dans de l'existant, par exemple, une utilité d'un processus ou d'un process industriel ou dans une usine neuve. La seule contrainte, bien évidemment, c'est qu'il faut un peu de place pour disposer ces panneaux. Voilà. D'autres bras de levier pour mettre en œuvre ces solutions, évidemment le cadre financier, avec tous les organismes de financement qu'on peut connaître, la BAD, la BID, la Banque mondiale,
l'Agence française du développement, les banques dites classiques, donc le réseau le plus courant qu'on connaît. Et dans ce cadre-là, comment rassurer les financeurs afin que les facteurs de risque ne soient plus un handicap, puisque ces projets ont un besoin d'un capital fort et un horizon temporel long, de l'ordre de 10, 15, 25 ans pour un champ solaire, par exemple. Donc, il faut rassurer l'investisseur et, réglementairement parlant, l'aider à être rassuré pour que son investissement lui rapporte jusqu'au bout de ce qui est le compte prévisionnel du business case. Voilà. D'autres solutions un petit peu plus hybrides, on l'a vu, l'accès au réseau électrique est partiel. L'accès au réseau électrique, même quand quelqu'un l'a, peut être très onéreux pour le futur utilisateur, que ce soit un particulier ou une industrie ou quelques clients que ce soit. Et une des solutions pour pallier à ce manque de fiabilité, c'est des micro-projets avec des nouveaux acteurs, des kits solaires pour l'habitat, les bureaux, en substitution de groupes électrogènes ou de choses de ce type-là. Alors, ça a des avantages, puisque ce sont des choses qui existent, qui ne sont pas très, très onéreuses à mettre en place, qui sont rapides, qui peuvent être décidées finalement très localement. L'inconvénient, c'est que si tout le monde fait ça ou si ça se développe fortement, finalement, quel est l'intérêt de développer un réseau électrique performant, puisque un certain nombre de gens ne se brancheront jamais dessus. Donc, c'est une solution hybride, puisqu'on ne peut pas l'étendre, je dirais, de manière assez générale. Pour autant, elle existe et à titre, je dirais, d'un individu, c'est des choses qui peuvent être mises en place rapidement. Un cadre évidemment politique, là-dessus, il y a déjà l'agenda 2063. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est proposé en 2013. L'échéance n'est pas tout à fait la même que les accords de Paris. On parle de 2063 et pas de 2050. Mais chacun comprendra que le cadre politique est important pour faire avancer ces problématiques. Évidemment, avec l'objectif que tous les éléments évoqués précédemment mettent en place progressivement, chacun à son niveau, chacun sur son projet, son pays, sa sous-région, un mix énergétique qui peut être différent selon les cas, mais diminue progressivement la production de CO2, malgré, je dirais, les deux effets connus et certains qui vont avoir lieu en Afrique, la hausse de la population, quasiment doublement dans les 30 prochaines années, et la hausse du pourcentage d'habitants en ville. Voilà. Après, les solutions, effectivement, en plus de tous ces paramètres-là, peuvent être plus contraignantes. C'est exemple la bourse de CO2 avec la taxe carbone ou les systèmes d'échange de quotas, l'appelé ETS en anglais. Enfin, souvent, on parle de ça. Ça a été évoqué par Chris également précédemment. Aujourd'hui, il faut trouver des financements pour finalement mettre en place ces projets qui ont des coûts. Et les taxes sont une solution. Il y a actuellement 31 taxes carbone en place dans le monde. Et cette année, le Canada, l'Afrique du Sud et Singapour ont rejoint, je dirais, ce système. Donc avec une politique de tarification du carbone. Donc ça, c'est des choses qui vont se développer et permettre d'avoir des besoins de financement. À titre d'exemple, les revenus de cette tarification carbone représentaient 48 milliards de dollars en 2019, contre 45 en 2018. Donc tout ça pour dire que ça monte progressivement et que ça permet d'avoir des modes de financement internationaux qui permettent de garantir une rentabilité à des investissements qui, sans sponsor, on va le dire comme ça, pourraient ne pas être réalisés, ce qui serait dommage. Voilà. Petite aparté, mais qui est importante, je souhaitais partager avec vous parce qu'aujourd'hui, la transition énergétique, ça paraît lointain pour beaucoup et je pense que ces chiffres sont parlants. Aujourd'hui, quelles sont les émissions de CO2 dans le monde ? C'est en 1990, j'y reviendrai pourquoi 1990, 21 milliards de tonnes. 31 en 2010, 32 en 2020, avec, comme on voit, une petite baisse entre 2019 et 2020 liée à la Covid. Alors, pourquoi me direz-vous parler de ça ? Parce que, en fait, les accords de Paris en 2015 ont dit que on devait diminuer par 2 autour donc de 10 milliards de tonnes de CO2 produits à horizon 2050, soit revenir à ce qui se produisait en gros en 1962 pour être précis.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, eh bien, entre 2021 aujourd'hui et 2050, il est nécessaire de diviser par 3,2 les émissions de CO2 produites par tous les pays dans le monde, dont l'Afrique, pour pouvoir y arriver. Donc, je pense qu'on comprend aisément que pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas des mesurettes ou quelque chose qui n'intéresse personne qui permettra d'y arriver, avec les conséquences qu'on connaît sur le réchauffement du climat, etc., qui sont déjà visibles de par plein d'aspects qui en découlent. Et concrètement, si on rebascule ça entre énergie carbonée et énergie non carbonée, globalement, voilà ce qu'aujourd'hui on consomme jusqu'en 2020. Donc, il y a 16% d'énergie non carbonée, 84% d'énergie carbonée. Et donc, ramené à l'an 2000, on voit quand même que les choses évoluent favorablement, tant mieux, de 14 à 16%. Mais si on se projette à 2050, ça veut dire que le mix change exactement dans l'opposé inverse. Ce graphe-là, c'est quelque chose qu'on a un petit peu développé en interne. Là, je n'ai pas quelque chose qui est très connu, je crois, ou en tout cas pas fortement diffusé, mais ça permet de voir tout de suite l'ampleur de la démarche qui doit être mise en œuvre, qui ne va pas passer par des mesurettes et qui aura nécessairement des contraintes. Voilà. Pour revenir à quelque chose de plus concret, voilà une vision, je dis notre vision, désolé pour la faute d'orthographe, qui met en évidence deux choses. Une période de transition avec des énergies classiques, donc la mise à jour des raffineries, les solutions gaz qui sont multiples, qui peut avoir lieu, je dirais, entre 2020 et 2030, puisqu'on ne va pas se passer 100% d'énergie fossile en 2 minutes. Et en parallèle, je dis bien en parallèle de ça, développer les énergies renouvelables. Donc ça, c'est, je dirais, le cadre bleu que l'on connaît, biomasse, solaire, géothermie, éolien, hydroélectricité et évidemment, peut-être dans un deuxième temps, l'hydrogène et le nucléaire avec des microcentrales qui sont un projet, je pense, très porteur à plein d'égards pour l'Afrique, puisque c'est des projets de moindre coût, plus courts à mettre en œuvre, et également qui permettent d'avoir des solutions plus locales et pas des grosses centrales nucléaires qui sont extrêmement complexes à construire, gérer et exploiter. Voilà une vision qui permet de se projeter avec ce double train des énergies classiques et des énergies renouvelables qui vont, je dirais, travailler ensemble. Quelques exemples réussis pour être positifs et très concrets. Des projets où on a une baisse significative de la déforestation avec le GPL, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Angola, dans beaucoup de pays, je dirais même quasiment tous, on développe ce type d'énergie. Le gaz naturel, qui permet d'exploiter aussi des ressources locales. Exploiter des ressources locales est quand même toujours intéressant, je pense. Quelques exemples donc, au Cameroun avec la Société nationale des hydrocarbures ou le réseau gaz naturel de Yopougon à Abidjan, donc c'est un quartier d'Abidjan, en Côte d'Ivoire évidemment. Voilà. D'autres exemples, le solaire, alors on y pense tous, il y a beaucoup de projets, j'en ai vraiment pris quelques-uns. Alors je suis Total parce que je m'intéressais à regarder ce que faisait SunPower, là, qui est une société qu'ils ont rachetée il y a quelques temps. Alors, il y en a en Afrique du Sud, en Ouganda, en Égypte, au Burkina, un petit peu dans beaucoup de pays. Également, Eni participe à des projets en Tunisie, en Algérie, en Angola. Donc, vraiment, pas mal de projets qui se développent avec le solaire, avec ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, mais qui est quand même, je pense, une énergie d'avenir en Afrique, ça paraît évident. La géothermie, qui est alors un sujet assez vaste, mais au Kenya en particulier, où le sous-sol permet d'avoir pas mal d'exploitation d'usines géothermiques. Et c'est nouveau, mais le Maroc, par exemple, a quelques partenaires tels Engie, Siemens, qui développent des projets d'hydrogène actuellement, qui sont peut-être encore un petit peu lointains pour l'utilisation au quotidien, mais qui existent bien également. Voilà. En conclusion, je reviens, je dirais, en regard de ce que je donnais en introduction, d'un slide qui ressemblait à celui-ci, à savoir que ça aura lieu en 4 temps, cette transition, selon nous, selon moi. C'est promouvoir l'accès à l'énergie, parce que sinon, on ne peut pas financer les projets si on n'a pas de consommateurs, ça paraît basique.
Il faut atténuer les risques et promouvoir les investissements du secteur privé via tous les verrous qu'on a identifiés, qu'on peut lever et faire en sorte que ces projets soient financés. Évidemment, on l'a vu, le réseau actuel électrique est imparfait et donc il faut le renforcer, le moderniser, peut-être très localement, peut-être entre certains pays. La question reste large et ouverte, mais en tout cas, il a besoin d'être renforcé. Et soutenir, grâce à ces projets, l'innovation systémique qui permet de développer, je dirais, d'autres métiers, d'autres cycles et une population qui permet de bénéficier finalement de cette transition énergétique au quotidien, puisque ça crée de l'emploi, ça génère de l'activité, et tout ça, bien sûr, est bien sûr un cercle vertueux. Tout ça est dans cela avec des institutions fonctionnelles et compétentes, que ça passe nécessairement par des sujets politiques. Donc, des solutions existent. Comme je l'ai déjà dit, mais j'aime à le répéter, elles ne consistent pas à reproduire ce qui est déjà fait ailleurs. Chaque région, pays, projet est spécifique. Donc, on peut s'inspirer, mais pas forcément dupliquer, recopier. Et cet enjeu pour l'Afrique du troisième millénaire, il est à marche forcée avec tous les éléments qu'on a dit, et notamment le doublement de la population, qui est une réalité. Pour aller dans le sens de ce que j'ai dit il y a quelques instants, l'accès à ces réseaux électriques fiables permettra aussi à une industrie de se développer plus facilement et au continent de remonter dans la chaîne de valeur en transformant par exemple ces ressources naturelles, qu'elles soient, je pense au cacao, au coton, aux minerais, je pense notamment en Guinée-Conakry qui envoie de l'alumine qui pourrait transformer. Voilà. Pour mémoire, le PIB de l'industrie en Afrique a baissé au cours des 30 dernières années de l'ordre de 33% à 18%. Donc, remonter dans cette chaîne de valeur, je pense, a un intérêt réel pour tous, écologiquement, économiquement et pour l'Afrique. Voilà. Soyons bien conscients que tout cela ne se fera pas sans contrainte et qu'elles vont apparaître. Elles existent déjà dans certains pays. Je pense à la taxe carbone. Évidemment, la réglementation suivra. Il y a déjà des groupes de travail sur ces sujets à l'ARDA, donc c'est des sujets que chacun connaît et est confronté. Parce que, évidemment, la transition énergétique, elle ne se décrète pas, elle ne se fait pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et donc, elle nécessite des retours sur investissement qui sont supérieurs à 10 ans, qui nécessitent un cadre législatif et réglementaire à long terme. Voilà. De plus, alors ça, c'est quelque chose également, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais la transition énergétique vers les énergies plus propres ne se fera pas sans argent, on l'a tous compris. Mais les coûts que chacun, en tant que consommateur final, pour mettre du carburant dans sa voiture, quel qu'il soit, pour allumer la lampe électrique, pour regarder sa télévision ou faire marcher son frigidaire, chacun devra nécessairement supporter ces coûts. Et seront-ils acceptables et surtout acceptés que cette transition puisse avoir lieu? Je renvoie, mais c'est leur rôle, nos et vos politiques, pour mettre en œuvre ces questions au centre du débat, avec des élections à quelque échéance que ce soit, qui sont une formidable opportunité, à notre sens. On est en période préélectorale en France, pour que ces investissements soient faits grâce à des choix collectifs qui impactent et impliquent, je dirais, tout le monde. À notre sens, un ministère transverse de la transition énergétique pourrait être créé dans chaque pays sous la responsabilité du chef de l'État ou de son représentant, quel qu'il soit, pour que ces arbitrages soient faits de manière globale. Je dis bien globale, parce qu'il y a trop d'intérêts, entre guillemets, partisans, ou en tout cas différents entre un ministère de l'Industrie qui veut produire à tout prix et un ministère de l'Écologie qui veut rendre green tout. Donc, il faut un ministère transverse qui puisse faire les arbitrages. Voilà. Ces investissements donc, permettront le développement de régions entières où se réalisent ces projets, on l'a compris, et ils sont source de croissance et d'emplois durables, en particulier dans l'industrie, qui est un pourvoyeur important d'emplois. Et de ce fait, ils permettront de réaliser cette transition énergétique étape par étape, en partant forcément aujourd'hui d'énergies plus fossiles pour aller vers des énergies plus renouvelables, puisque ces énergies renouvelables nécessitent, encore une fois, un temps de retour sur investissement important et nécessitent donc une politique et un cadre réglementaire qui permettent de le voir à long terme.
pour avoir une note finale positive, Pierre, voici sur ce petit graphe que je partage avec vous le prix entre donc l'Afrique et le reste du monde au cours des 5 ou 6 dernières années des marchés qui ont été passés pour du solaire photovoltaïque dans les enchères et appels d'offres. On voit que Pierre, globalement… could you wrap up, please? Oui, tout à fait. Je conclus. Et on voit donc, pour finir sur cette touche positive, que le coût qui était autour de $100 par mégawattheure il y a 5-6 ans est autour, alors selon les projets, de 50-60 € du mégawattheure. Donc aujourd'hui, l'énergie renouvelable est plus accessible de par l'évolution des technologies et permettra sa mise en œuvre plus rapide. Vous voyez, c'était fini. Je remercie tous pour votre attention.